Bon, eh bien là on commence avec un petit groupe, mais vous allez voir que plus on va parler et plus le groupe va grossir. Mais en tout cas, je vous ai bien repéré, hein, vous êtes mes petits chouchous, ceux qui étaient là depuis le début. Alors, on va tout de suite se rendre dans la salle, puisque c'est là, c'est toujours plus agréable de parler devant les œuvres. Et on est tout de suite parti. C'est bon pour vous ? C'est vrai? À New York? Ah non, français. Alors, Choukine, riche industriel du textile, qui va avoir une collection d'art moderne incroyable, hein, plus de 274 tableaux, 274 chefs-d'œuvre, puisque Choukine avait été assez avant-gardiste, il avait du nez, puisque contrairement à d'autres collectionneurs, à la place de s'éparpiller entre plusieurs artistes pour chaque mouvement, eh bien, à chaque fois, il va réussir à déterminer qui est le meneur de chaque mouvement, qui est l'artiste qui pousse tous les autres en avant. Et il va se focaliser uniquement sur lui. C'est pour cette raison que vous avez autant de tableaux exceptionnels dans cette collection, 11 Monet pour l'impressionnisme, 16 Gauguin pour le post-impressionnisme, 37 Matisse pour le fauvisme et 51 Picasso pour le cubisme. C'est l'une des collections d'art moderne les plus importantes. Et ça explique aussi pourquoi il a été mécène de tous ces artistes. Et l'artiste qu'il va le plus protéger, eh bien, c'est Matisse. Matisse, dont on se trouve dans cette salle. Alors, Matisse et Choukine vont avoir une relation bien particulière, puisqu'elle va dépasser celle du mécène et de son protégé. Ils vont être amis. Ils vont s'échanger des dizaines et des dizaines de lettres, et ils vont s'influencer l'un l'autre. Alors, quand est-ce qu'ils se rencontrent? Eh bien, c'est en 1906. Choukine se rend à Paris pour voir le Salon d'automne. Alors, vous savez, le Salon, c'est cet événement dans l'année où tous les peintres et artistes exposent pour se faire connaître. Et Choukine déambule dans les allées quand il tombe face à face avec Le Bonheur de vivre, l'un des tableaux les plus importants de Matisse. Il veut en faire l'acquisition, mais malheureusement, le tableau a déjà été réservé par un homme et pas par n'importe qui, par Leo Stein. Alors Leo Stein, il fait partie de la famille des Stein, qui étaient 4 Américains de Pennsylvanie, qui ont fait fortune dans l'immobilier et le tramway, et passionnés d'art moderne, ils vont déménager à partir de 1902 à Paris, rue de Fleurus. Et ils vont être des collectionneurs, des mécènes très importants, Leo Stein, mécène de Matisse, et sa sœur Gertrude, la mécène de Picasso. Puis surtout, chez les Stein, tous les samedis, dans leur salon, se réunissent les artistes, les collectionneurs et les marchands d'art. Ce qui fait que le salon des Stein était un petit peu la plaque tournante de l'art moderne de cette époque. C'était, sans eux, peut-être que l'histoire de l'art telle qu'on la connaît aujourd'hui serait complètement différente. Alors, 1906, Choukine ne peut pas faire l'acquisition du tableau, mais il ne se décourage pas et il va aller visiter Matisse directement dans son atelier grâce à Ambroise Vollard, marchand d'art. À ce moment-là, Choukine fait l'acquisition de 2 natures mortes et puis également d'un paysage. Il rentre en Russie. 1907, il n'achète rien puisque sa femme Lydia meurt et il est en deuil. Et 1908, eh bien, il va revenir à Paris en avril et il va aller voir Matisse dans son atelier boulevard des Invalides. C'est là qu'il va lui commander un tableau. Un tableau assez important, on va aller le voir tout de suite, juste ici. Vous trouvez le tableau angoissant? Ah oui, c'est vrai, on peut le voir de cette manière. Alors, Choukine voulait un tableau tout en bleu pour aller avec les Gauguin de sa salle à manger. Et Matisse lui réalise ça. Alors vous pouvez voir qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Matisse va en fait reprendre une scène de genre flamande du XVIIe siècle, une scène de genre qu'il connaît bien puisqu'il l'avait déjà reproduite pendant ses études aux Beaux-Arts, une scène de genre où on voit une dame en train de dresser la table. C'est pour ça que ce tableau s'appelle La Desserte. Et il va appliquer dans ce motif, ce motif de textile très orné, un textile qu'il avait trouvé dans une boutique parisienne, et puis il va repeindre tout le fond du tableau en bleu.
Et juste avant d'envoyer la peinture à Choukine, il va l'accrocher au mur dans son atelier, il va la regarder et il va trouver que le tableau n'est pas assez décoratif, il n'est pas assez ornemental. Avec Matisse, on va chercher à parler à votre sensibilité, on veut plaire, on veut vous créer une sérénité en vous. La couleur marche comme une note de musique, elle sert à créer une émotion. Or, avec le fond bleu, eh bien ça ne marchait pas. Et du coup, il va repeindre tout ce fond bleu en rouge, en rose framboise. Et regardez, on voit encore l'ancienne sous-couche bleue tout autour du tableau. Ce tableau-là, avant, il ressemblait probablement au petit que vous avez à côté, que Matisse a peint l'année suivante pour Choukine et probablement pour se faire pardonner des libertés qu'il a prises avec celui-ci. Alors, Matisse, pour justifier son geste, il va dire que les gens qui trouvaient le tableau avant le trouvent encore mieux maintenant. C'est un petit peu facile. Et il envoie tout ça à Choukine. Alors imaginez la tête du collectionneur quand il reçoit son tableau rouge et pas bleu. Eh bien, Choukine ne va rien dire. Et ça aussi, c'est très en avance sur son temps parce que Choukine considérait que l'artiste a toujours raison et qu'il ne faut jamais remettre en question leur choix. Ce qui va faire dire à Matisse que Choukine est le meilleur des patrons parce qu'il ne se plaint jamais. Alors, dans ce tableau, on retrouve toutes les grandes caractéristiques de Matisse. Déjà, d'une part, la couleur, car Matisse est le maître de la couleur au début du XXe siècle. Ces couleurs qui n'imitent plus la nature. Matisse ne cherche pas forcément à reproduire ce qu'il a en face de lui, mais plutôt ce qu'il ressent face à son sujet. Et ses émotions, ses sentiments, il va les transformer en couleurs pour nous les transmettre. Et alors, bien sûr, ce n'est pas le premier à faire ça. Regardez dans un tableau de Gauguin, vous avez déjà ces couleurs d'émotion. Mais par contre, Matisse, lui, son apport, c'est qu'il va appliquer ces couleurs à l'ensemble du tableau. C'est tout le principe du fauvisme. Alors, d'autant plus que les couleurs chez Matisse sont explosives. Regardez par exemple le jaune des citrons. On dirait presque du stabilo jaune fluo. Et pourtant, le tableau a plus d'un siècle et les couleurs ne se sont pas affadies. Alors, pourquoi ? Parce que chez Matisse, les couleurs ne sont jamais mélangées. Elles sortent du tube et elles sont appliquées directement sur le tableau, jamais nuancées. C'est pour ça que vous avez cette force dans les couleurs de Matisse. Alors, Matisse est également le peintre de la lumière. Alors, est-ce qu'on a des gens du Nord parmi nous ? Oui, alors il faut faire attention à ce que je vais dire. Matisse est né dans le nord de la France, une région où le soleil se cache dans les cœurs. Et il va en 1904 rejoindre son ami Signac à Saint-Tropez et il va découvrir la lumière méditerranéenne. C'est à partir de ce moment qu'il est ébloui par cette lumière qu'il va vouloir que de ses tableaux se dégage la lumière. Et comment il y parvient ? Déjà, regardez par les couleurs d'une part, mais aussi dans les tableaux de Matisse, vous n'avez jamais d'ombre. Vous pouvez faire le tour de la salle avec vos yeux, vous verrez, il n'y a jamais d'ombre dans les tableaux de Matisse. Alors, autre grande caractéristique de Matisse, c'est le côté bien sûr très ornemental, très décoratif de ses tableaux. Regardez ce motif de textile, faux motif de toile de Juillet. On voit aussi des arabesques, arabesques qui rappellent le goût des voyages de Matisse. On disait de Matisse que c'était un homme qui voyait le monde à travers les yeux d'un oriental. Et ce qu'il y a de très perturbant avec ce tableau, c'est que le motif des textiles envahit toute la peinture, un petit peu comme la couleur, à tel point que nous, en tant que spectateurs, eh bien, on est un petit peu perdus. On a du mal à trouver nos marques, à trouver nos repères dans cette peinture. Avec Matisse, on opère aussi une remise en question de la perspective, en fait. Vous n'avez pas de ligne de fuite. Vous avez des plans qui se mélangent les uns dans les autres. Sans cette fine ligne noire qui délimite le mur de la nappe, eh bien, on serait totalement perdu. Autre caractéristique de Matisse, c'est cet objet, en haut à gauche. Alors, qu'est-ce que ça peut être, d'après vous ? Une fenêtre ou un tableau. Généralement, c'est entre les deux. Eh bien, probablement, ici, on est face à c'est un petit peu des deux. Matisse fait probablement référence à un artiste, un peintre architecte du XVe siècle qui s'appelle Alberti. Et Alberti il a été capital pour l'histoire de l'art car il a écrit le De Pictura, le livre qui théorise la perspective en peinture. Et là, ça devient ironique puisque Matisse fait référence à l'inventeur de la perspective tout en remettant lui-même en question cette perspective. Et alors, comment on sait qu'il parle d'Alberti ? Tout simplement parce que Alberti dit dans le De Pictura que la peinture est une fenêtre ouverte sur le monde. Et c'est exactement ce qu'on a ici, une peinture qui imite une fenêtre ouverte sur le monde. C'est une mise en abîme, c'est un tableau dans le tableau, et Matisse fait régulièrement ça dans ses œuvres. Regardez juste derrière vous, l'atelier rose, qui est en fait une vue de son atelier d'Issy-les-Moulineaux, payé avec l'argent de la danse de Choukine. Et dedans, vous avez quoi ? Vous avez les tableaux de Matisse dans le tableau. Alors, Matisse joue très fréquemment avec ce jeu extérieur-intérieur. Vous pouvez le voir dans de nombreux tableaux. Vous avez toujours des fenêtres, en fait, qui permettent d'opposer ce monde intérieur à la réalité, quelque part. Alors, en 1911, Choukine va inviter Matisse à le rejoindre en Russie.
pour voir justement un petit peu comment étaient disposées les œuvres dans le palais de Troubetskoï. Matisse arrive et il n'est pas très content de ce qu'il voit, car toutes ces œuvres sont disséminées comme ça à droite à gauche. Il trouve qu'elles ne se parlent pas entre elles, qu'il n'y a pas de jeu entre ces tableaux. À ses yeux, ça tue la peinture, de la même manière que ça aurait pu tuer un éléphant. Et ce qui lui porte le coup de grâce, c'est qu'arrivé en fin de parcours, il arrive dans le bureau de Choukine, un cabinet. Et un cabinet qui était entièrement dédié à son grand rival Picasso. Alors mettez-vous à la place de Matisse. Il est chez son principal mécène, sa principale source de revenus. Son rival a une salle qui lui est entièrement dédiée alors que lui, il est comme ça, dispersé aux 4 vents. Il va aller voir Choukine, il va lui dire, écoute, ton accrochage, ça ne va pas du tout et je vais tout refaire. Et en effet, il a tout refait, puisqu'il a repris toutes ses œuvres et il les a réunies dans un petit salon qu'on appelle le Salon Rose. Et pourquoi il s'appelle le Salon Rose? Parce que c'était un salon qui était très chargé au niveau de la décoration. Les murs étaient verts, les meubles, tout comme le plafond, étaient roses. Et regardez les deux principales couleurs que vous retrouvez chez Matisse, eh bien, c'est le vert et le rose. Et donc, du coup, les tableaux répondaient à la décoration et la décoration répondait au tableau. On est dans un art total. Et ça répondait au but de Matisse qui ne concevait pas la peinture sans l'environnement dans lequel il se trouve. Les deux doivent marcher de concert. Matisse se disait architecte du paradis car il voulait créer une beauté quelque part avec ses œuvres. Et là, c'était parfaitement réussi dans le palais de Choukine. Alors, en 1911, Matisse est en Russie où il fait froid. Bien 1912, il est comme tout le monde, il va vouloir prendre des vacances où il fait chaud et il va partir à Tanger au Maroc. Et pour en parler, on va aller voir justement les poissons rouges de l'autre côté de la salle. Alors, quand il est au Maroc, Matisse va se rendre compte d'une coutume, d'une tradition qu'ont les Marocains de mettre des poissons rouges dans leur jardin. Alors nous, aujourd'hui, ça nous semble un petit peu banal puisque tout le monde fait ça, mais à cette époque, c'était vraiment une coutume orientale et asiatique. Et ces poissons rouges vont interpeller Matisse, car je vous ai dit que Matisse était le maître de la couleur et de la lumière, mais c'est aussi le peintre d'une thématique, celle du bonheur de vivre, de la joie, d'un âge d'or, d'un hédonisme. Et ces poissons rouges rentrent intégralement dans cette thématique, puisque ce sont des supports de contemplation. On va les regarder tout au long de la journée pour se sentir bien. Et d'ailleurs, poisson rouge, en anglais, on dit goldfish, le poisson de l'âge d'or. Alors, ce tableau reprend toutes les grandes caractéristiques de Matisse dont je vous ai parlé, et déjà au niveau de ses couleurs qui n'imitent plus forcément la réalité. Regardez par exemple le fond rose, des couleurs très vives qui suscitent en nous des émotions positives comme ce vert émeraude. Toujours pas d'ombre, hein. Toujours la même palette de couleurs, puisque comme Matisse ne mélange jamais ses couleurs, vous avez à peu près 12 couleurs sur sa palette que vous retrouvez dans tous les tableaux. Et puis, encore une fois, une perspective qui est remise en question. On est dans un jardin paradisiaque, un jardin perdu dans lequel nous-mêmes, nous nous perdons. Et ce qu'il y a de très original dans ce tableau, c'est une composition tout en cercles concentriques. Des cercles qui s'imbriquent les uns dans les autres. Regardez, le bocal, l'eau, la table, les pots de fleurs, le métal, les nénuphars, les plantes en haut. Et le cercle, c'est pas anodin comme forme. Le cercle, c'est la bulle. Le cercle, c'est la protection. On se sent en confiance quand on regarde un cercle, on se sent bien. Et d'ailleurs, Matisse disait lui-même que quand on regarde ces tableaux, il veut qu'on se sente comme dans un fauteuil chaud. Alors je ne sais pas si vous vous sentez comme dans un fauteuil chaud dans cette salle, mais c'était l'effet voulu. Et c'était l'effet que ça a fait sur Choukine, puisque à peine 1 mois et demi plus tard, il va recommander à Matisse d'autres poissons rouges. Il dit, il me faut absolument un pendant pour ce tableau. Alors Matisse lui dit, pas de problème, je vais te refaire ton autre tableau, et il lui fait la peinture qui est juste ici. Alors, participons un petit peu. Est-ce que les deux tableaux se ressemblent? Alors, mettez-vous aussi un petit peu comme ça on peut laisser les autres personnes une place. Alors, ça ne se ressemble pas. Qu'est-ce qui diffère entre les deux? Déjà les couleurs. Comment elles sont les couleurs? Froides, ce sont des couleurs froides, bleu, gris, ce sont des camailleux de bleu et de gris. Le bleu et le gris, ce n'est pas forcément les couleurs auxquelles on pense quand on veut exprimer la joie de vivre. Alors, quoi d'autre? Au niveau des formes, exactement, on perd les cercles pour avoir des carrés, des rectangles, des formes anguleuses. Et puis au niveau des poissons, est-ce qu'ils se ressemblent? À quoi ça ressemble ces poissons-là? Ils n'ont pas d'œil, ils sont pas de bouche, on dirait des carottes en fait. Hein. Pourquoi des carottes? Parce qu'ils sont stylisés, ils sont géométrisés.
Et alors si on résume un petit peu tout ça, on a une perte de la couleur, on a des carrés, des cubes et des rectangles, et des formes stylisées et géométrisées. Alors, ça fait penser à qui? Picasso, exactement. Comment ça se fait que Matisse commence à faire du Picasso? Alors, pour comprendre, il faut revenir un petit peu sur la rivalité dont je vous parlais devant la desserte. Matisse et Picasso, ils se rencontrent dans le fameux salon des Stein. Et à cette époque, je vous ai dit en 1906 ? Oui, non, c'est autant en 1906, dans le salon des Stein. Et à cette époque, tout oppose Matisse et Picasso, à tel point que Matisse va dire qu'entre Picasso et lui, c'est aussi différent qu'entre le pôle Nord et le pôle Sud. Alors, Matisse est un homme de 36 ans, un grand bourgeois, toujours tiré à 4 épingles, qui fait partie un peu de l'élite intellectuelle de son temps. Il manie parfaitement la langue française, il manie la rhétorique. Pourtant, il n'aime pas trop parler avec les autres, car il trouve que la conversation, c'est une chose complètement inutile, voire une perte de temps. Il a mis un petit peu sa famille de côté pour se consacrer à la peinture, donc c'est un grand bourgeois installé. Et en face de lui, qu'est-ce qu'il a? Il a ce jeune matador qui vient d'arriver à Paris, un Espagnol de 24 ans, au caractère tout feu tout flamme, dont tout le monde dit que c'est un véritable prodige du dessin, qui passe sa vie dans les bars et dans les fêtes avec ses amis, à boire, à fumer, à prendre de l'opium, à fréquenter les filles des maisons closes. Donc, un rebelle qui vit la vie de bohème. Et vous vous doutez bien que, normalement, ce grand bourgeois et ce bohémien n'auraient jamais dû se rencontrer. Et pourtant, ils se rencontrent. Et là, il se passe quelque chose d'étonnant, puisqu'ils vont reconnaître dans l'un et dans l'autre les deux grands maîtres de leur temps. Aux yeux de Picasso, Matisse est le grand maître de la couleur. Et Matisse, lui, il est intrigué par ce maître du dessin qui vient d'arriver. Et alors, du coup, ils vont s'observer, ils vont regarder ce que fait l'un et ce que fait l'autre, ils vont même visiter leurs ateliers mutuels respectifs, et ils vont s'échanger des œuvres. Alors, pour l'anecdote, Picasso va prendre le tableau que lui offre Matisse, le portrait de Marguerite, et il va jouer avec ses amis aux fléchettes ventouses dessus dans un bar. Faut vous dire, pas très sympathique. Et ça vous amène aussi sur le fait que ils ne vont pas être amis, ils vont être rivaux, ils vont s'opposer l'un à l'autre pour savoir qui est le meilleur des deux. Et du coup, des disputes vont éclater, des jalousies, et ils vont même s'inspirer et parfois même se copier. Et en 1914, Matisse, il a été secoué plusieurs fois, déjà rappelez-vous, par le cabinet Picasso qu'il a vu chez Choukine. Mais aussi, en 1908, il va être jury du Salon d'automne, et ses deux anciens amis, des peintres fauves, Braque et Derain, abandonnent la couleur pour se tourner vers le cubisme Picasso. Premier coup d'épée. Deuxième coup d'épée, en 1910, il se rend compte que chez les Stein, on commence à retirer ces tableaux pour mettre ceux de la période cubiste de Picasso. Le cubisme était en train de grandir au niveau du prestige. Alors, Matisse ne céda jamais aux sirènes du cubisme, mais par contre, il va en intégrer certains codes pour justement faire évoluer sa manière de peindre et pour être toujours un petit peu à la mode. On le sent particulièrement bien dans ce tableau, mais regardez le tableau de la dame sur le tabouret, de l'autre côté, qui a été peint quasiment en même temps que les poissons rouges. Vous avez une perte totale de la couleur, vous n'avez qu'un fond gris, vous avez un corps en forme de tube, un corps géométrisé, un visage en forme de masque africain, et regardez en haut à droite le petit dessin de vase, ça ressemble drôlement au vase que vous avez dans le portrait de la dame à l'éventail de Picasso, que vous pouvez aller voir au rez-de-chaussée. Alors, vous avez vu, Matisse a beaucoup regardé Picasso, mais l'inverse est vrai aussi, Picasso a beaucoup regardé Matisse, et pour vous donner un bon exemple, en 1918, Matisse se rend dans le sud de la France à Nice, et il va redécorer son atelier un petit peu comme un harem oriental, où il va peindre des femmes partiellement vêtues, alors totalement nues, dans des poses très sensuelles, c'est ce qu'on appelle les odalisques. Qu'est-ce que fait Picasso juste après ? Il fait ses propres odalisques, mais de manière beaucoup plus torturée, presque vulgaire, très sexuelle, et alors ça, Matisse ne va pas l'accepter. Il va écrire une lettre à sa fille en lui disant « Je ne veux plus jamais revoir ce bandit de ma vie ». Alors, comment se termine cette rivalité ? De manière fort belle, puisqu'en novembre 1954, Matisse meurt et Picasso va être désespéré. Et c'est là qu'il va dire cette phrase d'aujourd'hui restée très célèbre « Dans ma vie, le seul homme qui avait le droit de me juger, c'était Matisse ». Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup. Alors, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, et sinon, n'oubliez pas que vous avez d'autres micro-visites qui commencent. Vous en avez une qui commence dans 10 minutes, à tous les étages. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis bonne journée.